ensemble et heureux pour ce 4e numéro à vous réveiller chez vous où vous vous trouvez pour démarrer de concert cette belle journée du jeudi 11 février 2021. Mesdames et messieurs, doux réveil, hein? Allez-y tout doucement, vous pouvez prendre un café, un jus ou pourquoi pas un chocolat et n'oubliez pas de faire des réserves aussi pour des roses, n'est-ce pas mon beau? Et oui, ma belle, et il faut aussi regarder Matin Bonheur pour être à l'aise avec nous et ce jusqu'à 8 heures dans cette émission sur la chaîne qui rassemble. C'est un beau programme que vous allez avoir aujourd'hui. Nous sommes jeudi et tout doucement, nous allons vers la fin de la semaine et on a réservé de très belles choses pour vous en ce jeudi. Tout à fait, il ne faut pas en rater juste une seule miette car vous serez en tout cas amputé de quelque chose de spécial. Alors, le pari est pris, on reste ensemble jusqu'à 8 heures et on aura à traverser ce beau conducteur qui vous emmènera bien sûr à vérifier les données météorologiques et juste après on aura Régis Kofi pour son premier flash. Ensuite, ce sera Renaud Kobia, sans oublier que la coach, sinon le coach Jocelyn est là pour le fitness santé. Et nous allons bien avoir aujourd'hui. Sachez que ce jeudi sera aussi comblé par le tuto malin à vous proposer. Ce sont des astuces. Ce que nous allons proposer aujourd'hui, ce sera peut-être ce que vous allez faire samedi ou dimanche. Pour ceux qui sont très, on va dire, très à l'heure, peut-être vendredi, on a envie de faire la fête avant la fête. Et donc, comment bien dresser une table pour un dîner à deux. Voilà, un dîner romantique surtout. Régis Kofi reviendra avec le point de l'actualité. Et vous aurez, je dis bien vous aurez parce qu'on vous l'offre tous les jeudis, ce sera dans la bonne assiette. J'espère que vous allez le déguster avec beaucoup d'appétit. Lui, c'est le docteur Yves Blanchard-Envaux, il est nutritionniste. Avec lui, on va parler de l'alimentation du sportif. Tout à fait, docteur Envaux, très passionné hein, et très alerte pour la prise en charge de notre santé. Alors, la santé, on va terminer avec aujourd'hui car c'est la thématique du jour. On parlera aujourd'hui des médicaments pharmaceutiques, mais ceux qui sont détournés de leur premier usage, en compagnie du professeur Tigori Sangaré, Béatrice et les pharmaciennes. On verra pourquoi il faut simplement se diriger vers les pharmacies, en tout cas les lieux indiqués pour pouvoir utiliser tout ce qui fait partie de la pharmacopée. Alors, voici ainsi le condensé de ce programme du jour. Je suis sûre qu'il vous plaît. Alors, on part tout de suite pour le premier, en tout cas, le premier numéro de cette météo du jour avec la couleur du temps. Bonjour mesdames et messieurs, on aura un temps nuageux sur les zones du littoral et du sud forestier au cours de la matinée. Les régions de la bande centrale ressentiront faiblement la matin. Au nord, le temps sera marqué par de la brume sèche avec des réductions de la visibilité. Côté température, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, 22 degrés à Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 20 degrés à Korogo-Eman, 18 à Odiné, 24 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 23 degrés à Yamoussoukro. Il fera chaud sur l'ensemble du pays. Des orages isolés se formeront le long du littoral et du sud forestier, en milieu ou en fin d'après-midi, notamment sur le sud-est avec des averses de pluie. Les vents secs et poussiéreux occuperont les autres régions du pays sous un temps chaud. Au cours de l'après-midi, la température affichera 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 38 à Bondoukou, 37 degrés à Boaké, la ville de Daloa affichera 38 degrés également pour Dimbokro, 36 à Gagnoa, la région du Poro affichera 37 degrés, 36 à Mans, 37 à Odiné, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra, 31 à Tabou et enfin 38 degrés à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Agréable journée à toutes et à tous.
Bonjour à tous, merci de nous suivre. Kwadio Konan-Bertin à la CEI, la Commission électorale indépendante. Le ministre de la Réconciliation nationale s'est donc rendu dans cette institution pour s'assurer de la bonne organisation des législatives. Éric Goré. Voici le ministre de la Réconciliation nationale dans les locaux de la Commission électorale indépendante à quelques semaines des législatives. Kwadio Konan-Bertin est allé au cœur de cette institution pour prendre des nouvelles. Le ministre de la Réconciliation nationale entend passer en revue toutes les institutions de la République pour bénéficier de leurs conseils qui vont lui permettre d'accomplir sa mission avec brio. Nous sommes à la veille du scrutin des députés. Il m'est apparu donc nécessaire de rendre une visite de courtoisie à la CEI, à son président, pour regarder ensemble tout ce qui est mis pour nous amener à des élections apaisées, de sorte que nous donnions définitivement dos aux troubles et que désormais place soit faite au travail, au développement de la Côte d'Ivoire. À son tour, le président de la Commission électorale indépendante en a profité pour remettre des documents qui vont aider le ministre dans sa tâche. Je voudrais donc à l'occasion de la visite de monsieur le ministre, mon cher frère, ici présent, profiter de cette occasion pour lui remettre les documents qui commandent à l'exécution de notre mission. Il s'agit là du code électoral, que voici, monsieur le ministre, de la loi portant organisation de la Commission électorale indépendante, et puis de la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays. Selon Kwadio Konan-Bertin, la réconciliation nationale doit être l'affaire de tous. Des cartes prépayées pour les missions. L'objectif est de garantir la sécurité des opérations de paiement. Ces cartes vont également permettre d'accroître la célérité des paiements des frais de mission à l'étranger des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que les primes des sportifs et les bourses d'étudiants. C'est la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui a présenté ce produit. Il a été présenté hier au plateau. Jean-Luc Bambo. Plus besoin de cash ou argent liquide pour payer les frais de mission à l'étranger de fonctionnaires et agents de l'État, les primes des sportifs ou encore les bourses des étudiants. Ces dépenses seront désormais réglées grâce à la carte dite prépayée de mission du Trésor public. Le choix du paiement des frais de mission par carte prépayée est destiné à l'atteinte des objectifs spécifiques ci-après. Réduire la manipulation du cash, sécuriser les fonds en évitant les cas d'agression liés à la détention d'espèces, apporter plus de souplesse aux agents en mission à l'étranger dans l'exécution de leurs opérations, réduire au strict minimum les risques liés aux opérations de change. Il s'agit là d'une autre avancée notable dans le processus de modernisation des outils de gestion du Trésor public et plus largement de l'administration ivoirienne. Il avait été retenu dans le plan national de développement 2016-2020, un axe stratégique dédié au renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. La mise en œuvre des actions prioritaires de ce axe devait conduire à la prise de mesures clés intégrant la modernisation de l'administration. Piloté par la Banque nationale d'investissement et un partenaire privé, ce nouvel instrument de paiement a été présenté aux parterres de personnalités présents, parmi lesquels les ministres du budget et du portefeuille de l'État et celui de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. L'administration à l'ère du numérique à l'université en se met également au goût du jour. 4 salles numériques viennent d'être inaugurées. Situées dans les bibliothèques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ces espaces numériques permettront d'avoir accès à des ressources documentaires et pédagogiques. Sephora Zegui. Bonne nouvelle pour les étudiants et enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 4 salles numériques viennent d'être aménagées et équipées pour leur faciliter la tâche dans leur recherche. Souvent même, on est obligé de passer des heures à chercher une seule œuvre et c'est assez compliqué. Cela nous permettra d'être assez ouverts au digital
et assez ouvert à l'extérieur. Ces espaces numériques interviennent dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D piloté par l'Agence française de développement AFD. La France, premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est disposée à apporter son appui à la Côte d'Ivoire. Depuis 8 ans, nous avons consacré 90 milliards de francs CFA à ce secteur prioritaire et nous allons continuer. Au moment où on commence ce nouveau mandat, sur ce secteur prioritaire pour la Côte d'Ivoire, la France sera présente. L'installation de ces salles numériques dans les universités de Côte d'Ivoire est l'expression d'une volonté politique qui vise à renforcer l'accès des étudiants aux ressources numériques. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, apprécie le geste de la France envers la Côte d'Ivoire. La nouvelle méthode d'apprentissage qui sied donc au système LMD nécessite l'utilisation des outils tels que les TIC. Alors d'où l'importance d'avoir des espaces numériques tels que les 4 que nous venons d'avoir grâce au CDD. Je remercie au passage infiniment d'ailleurs la France pour son soutien constant à nos systèmes d'enseignement supérieur, en particulier de façon générale même à nos systèmes éducatifs. À ce jour, 10 espaces numériques ont été aménagés, équipés et remis aux universités bénéficiaires. Chaque salle numérique est composée de 30 ordinateurs portables, un système de projection vidéo et 2 imprimantes laser, entre autres. À terme, le projet prévoit la mise en place de 16 espaces numériques dans les universités de Côte d'Ivoire. Coût global de l'investissement, plus d'1 milliard de francs CFA. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous serons de retour à 7h. Et à 7h, on va vous retrouver avec beaucoup de plaisir. Merci à Régis Kofi pour le premier point de l'actualité. Dans cette émission, on a envie d'être en forme. On va juste vous montrer comment faire des étirements pour être en pleine forme. C'est avec le coach Jocelyn et c'est dans Fitness. Merci infiniment au coach Jocelyn pour cette méthodologie simplifiée pour nous permettre de rester en forme et toujours être d'attaque. Alors, nous, on passe à une autre phase, c'est celle de la revue de presse avec Renaud Cobia. Bonjour Renaud. Bonjour Thierry. Bienvenue. Bonjour Alix. Bonjour. Alors, on commence avec les législatives du 6 mars prochain. La commission électorale indépendante, eh bien, elle est prête. Oui, c'est ce qu'a déclaré Ibrahim Koulibaly Kuibiert hier au sortir de l'audience qu'il a accordée au ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin. À en croire le président de la CEI qui est cité par Le Matin, son institution a bouclé tous les paramètres relatifs à l'organisation du scrutin législatif du 6 mars. A noté que ce jeudi 11 février 2021, 2 nouveaux commissaires vont prendre fonction au sein de la CEI. Et une fois n'est pas coutume, on reste sur le même sujet. Les législatives du 6 mars prochain, l'opposition joue sa survie. C'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, cette première élection de la 3e République a la particularité de réunir toutes les formations politiques nationales, ce qui est quelque chose d'inédit depuis bientôt 10 années. Et ainsi, Soir Info note que si l'opposition veut continuer à exister dans le microcosme politique national, elle a l'obligation de réaliser un bon score lors de ces législatives qui, il faut le dire, arrive à grands pas. PDCI, RDA, on en parle maintenant. Le fauteuil de Maurice Kakou-Gikawe est menacé. C'est ce qu'indique Le Matin, selon le confrère, après le renforcement des pouvoirs de M. Nyamke Kofi, le secrétaire exécutif du PDCI se trouve désormais sur un siège éjectable. À en croire Le Matin, des mains occultes au sein du parti manœuvrent dans l'ombre auprès d'Henri Konan-Bédié pour la mise à l'écart du numéro 2 du PDCI. Et le premier représentant du pays de l'oncle Sam en Côte d'Ivoire a accordé une interview à l'Inter. Oui, et dans cet entretien, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Richard Bell, se livre sur plusieurs sujets tels que notamment les relations entre la Côte d'Ivoire et son pays ou encore la gestion de la première puissance mondiale par l'ex-président Donald Trump. Plus de précisions dans l'Inter de ce jour. Et les frais de mission à l'étranger des fonctionnaires et agents de l'État, eh bien, désormais payés par voie électronique. C'est l'annonce faite hier par le ministre de l'Économie et des Finances. Selon Adama Koulibaly, qui est cité par le Patriote, cette nouvelle mesure vise à réduire la manipulation des numéraires, à sécuriser les fonds en évitant notamment les agressions liées à la détention d'espèces et aussi à offrir des meilleures commodités pour les opérations financières des agents en mission.
Et ce titre, tous les hôtels de la région du Lodjibois exercent dans l'illégalité. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la direction départementale du tourisme de cette région. Selon cette enquête qui est citée par Soir Info, sur les 70 réceptifs hôteliers que compte la région, seul un détient une autorisation en bonne et due forme pour exercer l'activité hôtelière. Et on termine avec la Côte d'Ivoire qui est sous la menace d'une coupure d'électricité et d'une pénurie de gaz. Vous allez nous dire oui, c'est la menace qui plane sur notre pays selon le Nouveau Réveil. Le quotidien fait cette analyse en raison du préavis de grève lancé depuis le 27 janvier 2021 par le collectif des travailleurs de la Nationale des opérations pétrolières de Côte d'Ivoire, NOPSI. À en croire le confrère, si les membres de ce collectif venaient à mettre en œuvre leur menace d'arrêt de travail, la conséquence directe serait l'arrêt des activités sur les plateformes de production de gaz naturel, ce qui aurait pour effet domino la perturbation de la fourniture d'électricité et aussi celle de gaz butane pour les ménages. On espère que des solutions les doigts pour que, seront trouvées très rapidement pour ne pas en arriver à cette situation. Sinon, Thierry Angeval aurait du mal à prendre son dîner. Non, ça va aller, ça va aller. Oh, on peut manger, il y a des repas froids, ne vous inquiétez pas. Oui. C'est vrai que j'aime ce qui est chaud, mais il y a des repas froids. Le métier que je connais, la sauce graine, il la consomme très chaude. Non, je suis en train de virer maintenant vers le sud. Ah, merci. Vous voyez les influences qu'on a. Il faut s'arroger d'une bonne compagnie. C'est clair. En tout cas, vive la Saint-Valentin aussi dans le Lodjibois. Avec des hôtels en règle cette fois-ci. Avec des hôtels en règle, oui. C'est ce qu'on souhaite. Merci. Merci Renaud. Et on se voit demain. C'est pas férié, évidemment. Vous serez là. Oh là là. Allez, merci de me le rappeler. Merci à Renaud. Et puis nous, on va passer, sinon on va maintenant partir dans un univers assez féerique, magique même je dirais, mais de quoi vous inspirer pour marquer le coup en cette fin de semaine. Vous comprendrez, assurez-moi. C'est Tuto Malin. Et nous sommes en compagnie de Madame Coulibaly Ami Bara Vanessa, notre consultante du jour, responsable d'une structure évoluant dans l'événementiel. Eh bien, avec elle, nous allons savoir, et ce sera même bien aussi pour nous, surtout nous, les hommes, on n'est pas très habitués à cela, on aime laisser cela aux femmes et tout, mais bon, savoir comment dresser une table pour un dîner aux chandelles. Oui, ça pourrait être très intéressant car nous sommes jeudi aujourd'hui, on a vendredi, samedi et dimanche pour célébrer la fête des amoureux. Voilà. Tout à fait. Allez. Et j'adore votre introduction, cette ouverture d'esprit par rapport à la participation de tous. Oh là là, je savais. Non, tout ce qui est équité, ça me parle. Voilà, merci. Alors, bonjour Mme Coulibaly. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui, ça va. Réveillée et puis belle comme ça, comme une fleur, c'est magnifique. Merci. Alors, on a aussi des jolies fleurs et une table très bien dressée. On va peut-être se rapprocher. Oui, je vais t'installer, oui, allez-y. D'accord. On va se rapprocher et puis voir tout ce qu'il y a sur cette belle table et puis comment inspirer nos téléspectateurs à avoir une table similaire comme ça chez eux. Bon, je vais m'asseoir. Non, attends, t'es déjà allé. D'accord, ok. Je refais, voilà, parce qu'il y a tout ça aussi dedans. Ben, bien sûr. Oui. Allons-y. Un peu, merci. Voilà. Oh là là. On commence par ça quand même. Hein? Oui, la galanterie. D'accord. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons différents coffrets. Nous allons parler de l'amour, des roses, du rouge, couleur de la passion, en prélude de la fête de la Saint-Valentin. Notre tuto malin va porter aujourd'hui sur la confection de coffrets cadeaux. Très bien. Nous avons différents formats de coffrets cadeaux que vous pouvez voir, soit fait avec du chocolat, avec une bouteille de vin. Chacun y va selon son inspiration. Les coffrets sont nommés, réalisés par Madame Coffier. Ici, nous avons le coffret Dominique, le coffret Élie, le coffret Muriel, le coffret Luc, le coffret André et le coffret Savane. Les particularités de tous ces coffrets joliment prénommés? Ben, les particularités se trouvent dans la manière de confectionner. Par exemple, sur le marché,
les prix diffèrent. Oui. Voilà, les prix diffèrent. Vous voyez que ce coffret, il y a plus de rose, du chocolat, ici c'est du vin, donc ça c'est pas les mêmes prix en fait. Voilà un peu. Oui, et comme vous dites que quand on peut acheter bien ce qu'on veut, hein, on a du chocolat, on peut mettre du chocolat blanc, ça dépend de ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai senti une chaleur là. La gestuelle comme Jacques Chirac. Enfin, bref. Donc on peut acheter ce qu'on veut. Hein. Là, on voit une bouteille de vin et tout. Oui, on peut mettre du champagne. Du champagne, ça dépend. On peut mettre des billets de banque. Oui. Ça dépend. Ah oui, c'est la tendance maintenant. C'est la tendance, voilà. Ouais, vous aimez ça, les billets de banque. Hein, ouais. Qui n'aime pas? Allons-y. D'accord. Aujourd'hui, nous allons montrer dans notre tuto malin comment confectionner un coffret cadeau. D'accord. Nous, on vous suit. Hein. D'accord. Oui. Et nos téléspectateurs aussi. On espère, avec la complicité de Massanger Koné, qui réalise cette émission, on aura tous les détails pour pouvoir aussi confectionner ces mêmes coffrets-là à la maison. Voilà. Nous avons là un coffret. Nous avons des roses naturelles, préalablement coupées. D'accord. Oui. Bien avant de poursuivre, voilà, moi je vais juste me concentrer un peu sur Alix et puis je vais il a 4 cœurs, parce que sur ce ballon, par exemple, il y a 4 cœurs. Non, c'est un gros cœur que j'ai divisé en 4 pour dire que voilà, je t'aime 4 fois. 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? Tu voulais m'avoir? Non, tu ne peux pas m'avoir. C'est pas possible, ça. Ah non, pas possible. Donc, non, mais c'est gentil d'en avoir comme ça à profusion, beaucoup d'amour à revendre. Et moi, je partage 3 cœurs avec vous, chers téléspectateurs. J'en garderai juste un. Voilà, pour que on puisse le dispatcher sur plusieurs continents. Je ne vais pas choisir, pour pas que ça fasse de jaloux, mais en tout cas, on va partager de l'amour. Bien sûr, on revient à vous. Eh oui. D'accord. Pour confectionner ce coffret, nous avons utilisé du papier cellophane. D'accord. Voilà ce type de papier qu'il faut mettre juste au fond pour ne pas salir. Nous avons utilisé une brique de mousse, mais de couleur verte de préférence. Parce on peut retrouver ça où, par exemple? Dans les grandes surfaces. D'accord, c'est accessible alors. Oui. Et il faut la tremper, l'imbiber d'eau, parce que les roses sont naturelles. Bien les disposer à l'intérieur, comme on peut voir là. Voilà. Et nous allons disposer nos roses. Comment se fait la disposition? Parce que, bon, d'aucuns pourraient dire « Ah, la dame, elle a la technique ou bien c'est chacun selon son feeling. On le fait en cercle. En cercle parce qu'on a déjà la forme. D'accord. D'accord, donc c'est plus facile de le faire. D'accord. Et vous êtes très porté sur le rouge. Oui. Parce que peut-être qu'on parle d'amour et tout, mais on peut se permettre d'autres roses? Oui, bien sûr. La couleur blanche. Oui. Là, comme j'ai dit, on parle parce qu'on est en prélude de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. Donc, la couleur rouge, c'est la couleur de la passion. Oui. Donc... Alors, c'est vrai aussi qu'on parle toujours de Saint-Valentin, la fête de l'amour et tout, mais ce sont des paquets cadeaux qu'on peut faire au quotidien, pour montrer l'amour qu'on a pour... Bien sûr. La fête de la Saint-Valentin, c'est dans plusieurs pays, est considérée comme la fête des amoureux ou des gens qui sont en, comment dirais-je, qui sont en couple. Qui sont formellement en couple. Formellement en couple ou bien de ces amoureux. D'accord. Voilà, c'est une fête pendant laquelle on s'échange des cadeaux. C'est pas dans tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, elle est considérée aussi comme la fête de l'amitié. Très bien. Voilà. Quoi qu'on parle d'amour aussi dans ce sens-là. Oui. L'amour entre... Donc, juste histoire de partager une attention, un mot gentil, un sourire, dire quelque chose. Oui, des fleurs et du chocolat. Oui. De l'argent à l'intérieur. Oui, c'est vrai, parce que finalement, dans l'histoire même, c'était plus des chocolats qu'on offrait, des coffrets de chocolat. Oui. Et puis tout doucement, après, on a migré vers autre chose. On a des fleurs et maintenant, on a des billets de banque, du cash. Et là, en moyenne, on a combien de roses à l'intérieur? 20 roses. On a 20 roses. Ça constitue une botte. Très bien. Et voilà ce que ça donne. C'est magnifique, hein? Voilà ce que ça donne. C'est très, 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 très joli. Voilà.
Alors, rapidement, on va marquer une petite pause. Je vais me tourner encore vers Alix. Alors, c'est vrai qu'on parle de chocolat, on parle bien sûr de bouteilles de champagne, bouteilles de vin aussi. Les billets de banque sont vraiment de retour. Hein. Les billets de banque sont vraiment de retour. Alix. Tout à fait, ouais. Effectivement. Là, on a de jolis box et vous avez vu en fonction du volume. Oui. On va sûrement voir avec Mme Coulibaly comment on opère pour faire, par exemple, le choix du nombre de roses. Oui. Là, on en a plusieurs. Là-bas, vous avez utilisé 20 roses. C'est clair que ça diffère. Hein. C'est pas un chiffre statique. Non, c'est pas un chiffre statique. Ah, on a des personnes qui sont tellement amoureuses. On a des folies. On a des centaines de roses des fois. Ben, ça dépend, comme je dis, déjà même, qu'on veut offrir du budget de chacun. On a des coffrets immenses avec plus de 200, 300 roses. On a des petites roses comme ça disposées. Donc, il n'y a pas un chiffre exact à offrir pour... c'est le budget selon la poche de chacun. Et selon le format aussi de la boîte. Et l'ingéniosité de la personne qui fabrique la boîte. C'est clair qu'aujourd'hui, hein, avec vous, votre secteur qui est très en boom de ce côté-là par rapport aux coffrets cadeaux et tout, mais là, aujourd'hui, le but, c'est de donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir confectionner ces boîtes-là pour... le tuto. Ça fait, il y a un côté un peu plutôt personnifié de la chose, de se dire qu'on a pris du temps, de son temps, pour pouvoir le faire et puis offrir à l'être aimé. C'est ça aussi l'amour. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter, par exemple, à ce coffret? À ce coffret, on peut ajouter un nœud. Un nœud, OK. Avec un bouton de strass dessus. On peut rajouter du chocolat à l'intérieur, du chocolat blanc, comme du chocolat. On peut rajouter des billets de banque. On peut rajouter plusieurs choses. C'est selon. On peut même le parfumer. OK. Voilà. C'est à notre convenance. À votre convenance. Oui. Et par rapport au chocolat, c'est vrai qu'on est en plus premier producteur de cacao, donc on a quand même du choix. Mais qu'est-ce qui est indiqué pour la Saint-Valentin? Il faut partir sur des tons sucrés, alcoolisés, pour mettre un peu l'ivresse. Du blanc. Moi, je dis toujours, ça part du goût de chacun. Oui. Mais qu'est-ce qui dispose tout de suite les sensations à l'amour? Ce qui va me disposer, c'est quelque chose de sucré. D'accord. À la fois pimenté. OK. Le message est passé. Hein. Le message est passé. Jeudi prochain, on va demander ce qui s'est passé. Il ne faut pas nous emmener du chocolat noir au café. Ou peut-être on sait ce que l'autre aime bien. Donc, exactement. Voilà. On sait bien ce que le partenaire aime. Donc on se prédit. On est censé savoir ce que le partenaire Censé, voilà. Censé. Donc, pour continuer, voilà, il y a différents modèles. Ah, d'accord, on a surprise. Voilà. Attends, il y a un ruban juste. Voilà. Waouh! C'est magnifique. Et on découvre comme ça. Tout est magnifique. Là, on ne peut pas donner un nombre exact de roses. C'est pour ça que je dis qu'on ne donne pas un nombre exact de roses parce que c'est selon l'inspiration et la disposition de la personne qui confectionne. Et agrémenté avec quelques chocolats. Ça, j'aime bien. Si. Très bien disposé, en tout cas. Merci. Ouais. C'est mignon. Oui. Merci. C'est mignon. Et pour la table, hein, en même temps, c'est vrai qu'on parle de dîner aussi à deux. Oui. Donc, il y a la disposition classique. On l'a déjà vu ici sur ce plateau, la semaine surpassée, comment disposer les couverts. Mais pour la Saint-Valentin, on a agrémenté encore d'autres choses. Oui, avec du tissu séquin pour faire un peu brillance. Cette fois, on a un sous-plat doré. OK. On a un chandelier. On se met dans la peau du dîner aux chandelles avec un ballon love et tout. Quelque chose de vraiment intime. Voilà. En tout cas, on est inspiré pour cette semaine. On rappelle que la fête de Saint-Valentin, c'est pour ce dimanche 14 février. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, on a tendance à en remettre des couches et des couches. Oui. Donc, on peut démarrer dès demain, hein, vendredi. Dès demain. Je sais qu'il y en a qui commencent même aujourd'hui. Voilà. Et dimanche, pourquoi pas. Pour parler d'amour. Merci à Mme Coulibaly pour ces belles déclinaisons de coffrets cadeaux, coffrets fleurs qu'on peut reproduire chez nous à souhait. Merci infiniment. Merci. Pour c'est très gentil. Ce beau cadeau. Et vous savez, vous m'offrez des roses et moi j'offre ces roses à Alix. Oh là. Bonne Saint-Valentin. Merci. Voilà, moi qui n'en espérais pas recevoir. Oh non, mais si, comme quoi, il faut toujours croire. Si, je suis là. Donc, comme on dit, mets ton cœur au frigo. Allez, super, on va poursuivre. Super. Merci infiniment, Madame Coulibaly. D'accord. Et puis, nous, on part pour une petite pause. C'est l'agenda. Et puis, on reviendra avec Régis Kofi.
À tout de suite. Njani momu coronavirus wa ba menu iti esasaiun esasabenga meumwie dan ejina coronavirus atinga be kle efe so atinsu benga be tuye foso yoli awa oni OMS be wan yo black clasu e unzi sa nzuenu oni samla tawai masokusu are nzue kunle efa ipakwa isa meun efa muso asan ebo nu tango tawai masokusu esa kplonu ebo tango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo se e aunzima esa nu na efa esa e kae ima oni ebue oni enua njani momu esa saeun esa saeti na coronavirus e jrei na yo jasinga eboe klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lola e kae klamo. Professionnels des entreprises et organisations, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres vous offre des formations diplômantes du niveau licence et master en diplomatie protocole relations internationales, en ingénierie fiscale, en management de la commande publique, en management sanitaire et gouvernance hospitalière, en management qualité, sécurité et environnement, management des projets, management des organisations, ressources humaines, management des organisations scolaires et un DBA. Le Camp PC vous offre aussi des certificats et des séminaires. Infoline, plus 225 27 22 44 49 46. Au Camp PC se joue le destin de nos États en matière de formation. Bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à l'international. Au Sénégal, au terme d'une opération militaire d'envergure pendant 2 semaines, l'armée a démantelé les 4 dernières bases historiques des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, jouxtant les frontières avec la Guinée-Bissau. La nouvelle a été annoncée par le colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor, lors d'une visite sur le terrain avec des journalistes mardi dernier. L'Éthiopie annonce la fermeture de camps de réfugiés érythréens dans le Tigré. L'agence éthiopienne des réfugiés justifie la fermeture des camps par les conditions qualifiées d'insalubres, alors que l'ONU, de nombreux témoignages et des enquêtes basées sur des photos satellites indiquent qu'ils ont été détruits pendant les combats et vidés de leurs habitants. Tente glacée, pas d'eau à Calais, en France. Des migrants racontent vivre un enfer dans les campements enneigés sur lesquels s'est abattu un air glacial. À Calais donc, la boue des campements de migrants gèle dans un air polaire. Mais certains préfèrent malgré tout y rester plutôt que de profiter des mises à l'abri proposées par l'État par défiance ou pour ne pas rater une occasion de passer en Angleterre. Réaction. On n'a pas de l'eau, on se lève comme ça, on se brosse pas le dents, on lave le visage. Je dors dans une tente. La tente même, c'est zélé. Pour ouvrir, il a fallu que je le déchire pour sortir. Parce que la fermeture a été bloquée. Vraiment, on est dans des moments, je ne sais pas comment expliquer ça, mais très durs. Parce qu'on a que ce que les associations nous donnent. Pour le moment, on vit dans l'enfer. On n'a pas confiance à eux. Nous, on est là pour tenter, on ne veut pas perdre de temps, quoi, tu vois. D'ailleurs, la vie ici, c'est pas facile. On vit... on a une vie mélancolique ici, donc voilà, quoi. On veut coup de passer le plus vite que possible. Les Birmans sont descendus hier dans la rue pour le 5e jour consécutif au lendemain d'un raid nocturne de l'armée contre le siège du parti d'Aung San Suu Kyi. Une action qui montre la détermination des généraux putschistes face aux appels à rétablir la démocratie. Tôt ce mercredi matin, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de Rangoon, la capitale économique du pays, électrisée alors que la répression a franchi un nouveau cap ce mardi. Et ce mardi marque le début d'un procès historique au Congrès américain. Jamais avant cela, aucun président n'a été mis en accusation 2 fois au cours de son mandat.
Mais avant de lancer le coup d'envoi du deuxième procès en destitution de Donald Trump, les sénateurs vont devoir débattre. Peut-on mettre en accusation un ancien président américain redevenu simple citoyen depuis les faits? C'est à cette question que vont devoir répondre d'emblée les sénateurs avant même d'envisager de s'engager dans le procès, puis de statuer sur le fond. On reste aux États-Unis où des gadgets espions du KGB sont mis aux enchères, fausses dents, au cyanure et paquets de cigarettes dissimulant un appareil photo. Les gadgets utilisés par les services secrets soviétiques qui seront vendus aux enchères à Beverly Hills. Les appareils photo miniatures faisant fureur chez les espions du KGB durant la guerre froide. Ils vont se nicher dans tous les vêtements et objets imaginables. Élégants sacs à main de femmes, boucles de ceinture, brosses à chaussures, cabanes à oiseaux, chevalières et même cravates. Autre grand classique de la panoplie d'agents secrets, les micros qui pouvaient se cacher dans des cendriers, des stylos ou des assiettes en porcelaine. Excellente journée à toutes et à tous. Merci de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco. Alix, pardon, et Angeval. Ça va aller. Et ça va venir. Merci beaucoup. Les habitudes sont têtues. Ben oui, les habitudes sont têtues. Moi, j'espère que je n'ai pas de micro ici. Massanjé. C'était sulfureux à cette époque. Dis donc. Oui, un sac, une minaudière de femmes avec des appareils photo là-dedans. Ben oui. C'était bien. Hein. J'aurais voulu être à cette époque-là, moi. Des cravates. Oui. Pas des gilets. Mais je pense que ça existe encore à cette époque avec WhatsApp, Facebook. C'est parce que vous ne savez pas. Oui, c'est clair que maintenant, c'est beaucoup plus développé et puis minimaliste. Donc, il faut faire attention. Peut-être que dans ces roses, il y a des micros. Oui, peut-être. Sait-on jamais. En tout cas, merci beaucoup à Régis Kofi. Voilà, on a eu plaisir à le recevoir. Avec lui, ce sera lundi, parce que voilà, demain, il y aura Mr. Friday. Et voilà, retour sur le plateau de la matinale. Il est 7h08 et 9 exactement pour pouvoir poursuivre cette émission. On rentre maintenant dans l'univers de la nutrition avec la bonne assiette que va camper bien sûr le docteur Yves Blanchard. Nous parlerons des habitudes, nous parlerons de ce qu'il faut consommer lorsqu'on est sportif et donc l'alimentation du sportif aujourd'hui au cœur et bien sûr de cette bonne assiette que nous allons proposer maintenant avec le docteur Yves Blanchard Envaux. Alix a dit tout à l'heure, il est nutritionniste, il nous dira tout. Bonjour. Bonjour, bonjour Ange. Bienvenue. Bonjour docteur. Bonjour Alice, merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions à chaque fois pour votre présence sur ce plateau. Alors, on parle d'alimentation du sportif, mais déjà, c'est qui le sportif pour tout le monde? Le sportif, bien sûr, c'est celui qui pratique une activité sportive. Mais il faut voir qu'il y a certains niveaux de sportifs. Voilà. Il y a le sport que nous faisons pour entretenir la santé et il y a ce qu'on appelle le sport de haut niveau. Parce que le sport de haut niveau, qui est différent, ce sont des types de sports de compétition. Donc voilà, cela, il faut adapter l'alimentation qui doit différer de ce que nous avons habituellement. C'est-à-dire que de manière normale, l'alimentation d'une personne, comme vous et moi, on a un taux de protéines autour de 15%, les lipides autour de 33% et les glucides entre 55 et 65%. Mais pour ces personnes qui vont pratiquer l'activité sportive à haut niveau, alors on augmente la quantité de glucides autour de 77% pour maintenir un peu les réserves de sucre dans le corps. Oui, c'est vrai que vous venez nous donner une solution là, une réponse pardon, à la question que je voulais poser. Mais pourquoi véritablement une alimentation spécifique pour un sportif? Voilà, parce qu'il faut dire que durant l'activité sportive, il y a ce qu'on appelle les calories. Il y a le sucre qu'il faut dépenser comme du carburant. Et le sucre que nous avons le plus dans le corps, c'est le sucre. Nous avons des réserves de sucre sous forme de glycogène. Il y a chez les plantes, les réserves en sucre, c'est l'amidon. Chez l'homme, c'est du glycogène. C'est le sucre que nous avons en réserve dans le foie et un peu dans le muscle. Donc, lorsque nous commençons l'activité physique, si nous n'avons pas assez de réserves, nous commençons déjà à les brûler. Et si on finit de les brûler, alors le sportif peut tomber en hypoglycémie, d'où la baisse de la performance due à des fatigues.
Alors, docteur, on va essayer de stratifier, hein, parce que là, on a bien défini qu'il y avait des sportifs, on va dire, du dimanche, classiques comme ça, de manière quotidienne. On fait peut-être quelques petits exercices. Et on a ceux du high level, du haut niveau, qui en font carrément leur activité de vie. Alors, pour les premiers sportifs, ceux qui le font de manière journalière, comment se préparer d'abord au niveau de l'alimentation pour pouvoir exercer on va dire, ces mouvements-là? Généralement, il y a ce que nous notons qu'on appelle la loi des 3 heures, c'est-à-dire qu'avoir une alimentation 3 heures avant la pratique de l'activité sportive. Alors, vous n'allez pas manger, et puis juste après un repas, aller faire du sport. Non, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de gènes gastriques surtout. Donc, pour ces sportifs-là qui font juste une activité pour entretenir la santé, on n'a pas forcément besoin de régime particulier. C'est-à-dire qu'il faut respecter un peu les normes. Il faut respecter les normes, c'est-à-dire qu'avoir une alimentation normale, bien sûr, et avoir un taux de protéines qui peut légèrement augmenter. On demande par exemple que pour un sujet normal, avoir un taux de protéines autour de 0,6 à 0,8 grammes par kilogramme de poids corporel, mais chez eux, on peut l'adapter autour de 0,8 grammes de protéines par kilogramme de poids. C'est-à-dire que maintenir un taux de protéines qui va permettre aux muscles quand même de se développer. Ne pas qu'on ait une fonte musculaire ou bien avoir des déchirures au cours de l'activité sportive. Donc ces personnes-là doivent avoir une consommation en protéines assez spécifique et aussi s'hydrater pendant la pratique. Parce qu'il faut dire qu'au cours de l'activité sportive, c'est vrai, nous dépensons l'énergie sous forme de calories, mais nous perdons aussi des minéraux par sudation. On transpire beaucoup. Et pendant la sudation, dans la sueur, il y a des minéraux que nous perdons. Nous perdons du sodium, nous perdons du potassium. Donc souvent, on demande les uns les autres de s'hydrater. Mais il y a souvent certaines boissons qu'on trouve sur le marché, mais il faut s'hydrater. Il faut permettre au sujet de boire alors, 10 minutes, chaque 10 minutes, bien chaque 20 minutes pour permettre au volume de sang, à la volémie de se maintenir. Parce que si le volume de sang baisse, alors vous allez voir que certaines personnes vont avoir un peu... Des étourdissements. Voilà. Vous allez voir un peu certaines personnes, ils peuvent courir et puis traverser la route sans se rendre compte qu'ils sont en train de faire courir un danger. Donc, il faut maintenir le volume d'eau, donc l'hydratation. Et généralement, ces boissons-là contiennent quelques particularités. C'est-à-dire que ce sont des boissons qui contiennent légèrement un peu de sel que l'eau que nous avons habituellement. Et puis, avec un taux de sucre qui varie autour de 3 à 5 millilitres par 100 millilitres. C'est-à-dire que ce volume de sucre permet de maintenir, de régénérer chaque fois. C'est un peu la même préparation qu'on donne aux enfants quand ils sont un peu déshydratés ou qu'ils font... Voilà, c'est ces boissons... Pour ne pas citer la marque. Oui, effectivement, mais ces boissons contiennent plus de sel. Alors que pour le sportif, ça contient un peu plus de sel, plus du sucre, légèrement de sucre pour maintenir un peu le sucre qu'on va entamer dans le foie. Donc ça permet de chaque fois de renouveler pour ne pas qu'il y ait un déficit. Alors, et pour le sportif qui fait de ces activités-là, eh bien, son métier, son travail de tous les jours, high level, comme on l'a dit. Alors, chez eux, le taux de protéines, ça dépend des types d'activités. Ouais. Il y a certaines activités où on demande une quantité de protéines, par exemple, il y a le footballeur qui... Exactement. Avec des exemples pour le footballeur, par exemple. Voilà, le footballeur peut aller autour de 1,2 g de protéines par jour à 1,6. C'est-à-dire que ça lui permet quand même d'avoir une masse musculaire assez importante pour tenir les efforts. Mais il y a aussi ceux qui font la musculation. Ceux-là aussi ont besoin d'un taux de protéines qui varie autour de 3 grammes de protéines par jour parce qu'eux, ils font du bodybuilding. Oui. Ça, donc, ils ont besoin d'un taux de protéines plus élevé. Matérialisé, ça donne quoi, par exemple? Parce que 3 grammes de 3 grammes de protéines par jour. Bon, si la personne fait, par exemple... Qu'est-ce qu'il va prendre? On prend un exemple. Oui. Si la personne a un poids de 70 kg, 3 grammes de protéines, ça fait peut-être 210 grammes de protéines par jour. Maintenant, sur les protéines, maintenant, on trouve les protéines souvent dans la bourse diététique. Maintenant, si on doit prendre ça dans la viande, dans les poissons, on fait le rapport. Le rapport, par exemple, 100 grammes de protéines fait 19% de protéines, donc on fait le rapport. Si 100 grammes de protéines fait 19, qu'il y a bien 210 grammes par jour, on fait le rapport. 210 fois 100 divisé par 19, et puis on trouve le taux de protéines que la personne doit manger par jour. Peut-être un peu le matin, un peu de sourd de protéines, un peu de lait, un peu à midi, et puis aussi le soir. Donc c'est
la quantité de protéines par jour, les 200 grammes de protéines, c'est par jour. Donc, à la pour sportif de l'adapter soit le matin, midi et puis le soir. C'est pour cela, souvent, on demande aux fédérations ou bien aux certaines une de groupe, le footballeur, par exemple, de se faire accompagner souvent par des solistes qui vont adapter l'alimentation selon l'activité physique, selon le besoin spécifique d'une personne. Parce que il se trouve que certaines personnes, pour la compétition, parce qu'il y a certaines compétitions où on les place par catégorie. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu une bonne alimentation, qui, au-delà de 16 ans, a un poids qui est grand, mais au lieu d'être classé dans la catégorie minime, on peut le placer chez l'adulte. Donc, vous allez voir qu'il est encore plus jeune, mais du fait de son poids, alors on le met chez l'adulte. Alors, vous allez voir, on dit chez nous que celui qui peut te tuer, tu ne le connais pas, mais celui que tu peux le frapper, quand tu le vois, tu le connais. Oui. Vous voyez un peu. Donc, quelqu'un qui va le combattre, quelqu'un qui a 16 ans, du fait que tu es gros, on t'a mis chez le grand qui a 30 ans, mais vous voyez que souvent on fait la compétition. Alors, souvent, pour résoudre ces problèmes-là, alors souvent, certaines gens disent non, il faut jeûner 1 jour, 2 jours. Mais du fait de jeûner, c'est une grosse erreur parce qu'on va perdre beaucoup de choses. La personne ne sera pas dynamique le jour de la compétition. Donc souvent, il faut se faire accompagner. Les industriels peuvent guider, par exemple, on peut jouer un peu sur certains paramètres pour faire perdre de poids à la personne 2 mois, 1 mois, 2 mois avant la compétition, pour que la personne puisse rester un peu dans les normes. Vous voyez un peu ça. Souvent, chez les boxeurs, oui. on fait la pesée. On dit par exemple poids moyen. Donc, par exemple, si vous devez combattre, par exemple, dans 4 mois qu'on vous pèse, on trouve que vous devez perdre 3 kilos avant la compétition, et on fait un régime spécifique, on ne vous dira pas non, ne mangez pas durant les 2-3 jours. On adapte pour ne pas qu'il puisse avoir des déficits, tant au niveau énergétique qu'au niveau des minéraux, pour ne pas qu'au fil de la compétition, vous soyez... Alors, docteur, vous me permettez là de vous donner aussi un autre exemple. Là, vous allez nous donner votre avis. Il y a, par exemple, ces sportifs-là, pour développer toute cette masse musculaire, se permettent comme ça d'utiliser des produits ou des compléments alimentaires. On parle souvent d'huile de foie de morue pour développer les muscles. C'est vrai qu'on doit avoir une alimentation assez spécifique. Mais lorsqu'on ajoute ces éléments qui gonflent un peu, permettez-moi le mot, qui gonflent un peu nos muscles, est-ce qu'il y a un danger à cela? Effectivement. Tout à l'heure, j'ai dit que certains sportifs de haut niveau, surtout ceux qui font plus de la musculature, ils consomment un taux de protéines qui va autour de 3% et 3 grammes par kilogramme de poids par jour. Alors, il faut voir que cette consommation, donc cette hyper-consommation des protéines peut avoir des conséquences sur le rein. Généralement, il y a des produits souvent qui sont vendus en boutique diététique, riches en créatinine. Oui. Alors, il y a une étude qui a montré, par exemple, que ceux-là, surtout ceux qui font la musculature, ces personnes-là, il y a eu un groupe de personnes en qui ont eu beaucoup de problèmes au niveau du rein. Le rein a été attaqué parce qu'il y a eu une hyperfiltration. Vous voyez un peu, le rein, il nettoie. Donc, du fait que ces personnes ont consommé tellement de produits riches en protéines, surtout c'est un produit qu'on appelle la créatinine, ce produit-là, alors, a touché le rein. Alors, ces personnes ont été victimes de maladies rénales. Donc, voici le danger, surtout pour ces personnes qui ont un taux de protéines assez élevé. Au fur et à mesure, quand ils font les examens, la créatinine, vous allez voir que les valeurs vont augmenter. Vous voyez, les valeurs de 7 à 14, quand on fait les examens, vous allez voir que chez eux, ça va augmenter à 15, à 20, à 25, à 15 jours, un problème rénal réel s'installe. Ça, généralement, ça arrive à ceux qui font la musculature, qui touchent ces produits dopants-là. Généralement, c'est un peu ça. Oui. D'accord. Haltérophilie, allons-y. Ben oui, tout ce qui est de la musculation, oui. Pour pouvoir avoir des muscles, bien évidemment. Alors, vous avez parlé du taux de sucre qui est prépondérant dans l'alimentation des sportifs en tant que tel. Alors, on a pu donner des exemples. On a des sports collectifs et on a des sports aussi singuliers où c'est exercé. Dans le cadre d'un sport collectif, comment adapter la nourriture, tout du long l'alimentation, par rapport à une équipe dûment constituée? On part toujours sur la pelouse avec un 11, sinon un 22 avec les remplaçants. Ah bon, ça c'est du football, mais il y a des sports de groupe, il y a la marche, etc. Mais souvent, moi, ce que j'aimerais, il y a un taux de sucre qu'on met souvent dans les boissons que nous buvons. Il y a ce qu'on appelle, il y a les sucres qui sont rapides. Par exemple, lorsque nous buvons, ça descend directement dans le sang. Ça, c'est des boissons. Le glucose, c'est le sucre. On vend souvent dans les boutiques diététiques, le glucose. Et il y a aussi ce qu'on appelle le fructose. Aussi, c'est le sucre aussi. Mais lui, il ne passe pas vite dans le sang. Donc, ça veut dire que lorsque là, on fait un mélange un rapport glucose-fructose, de sorte que lorsque nous buvons ces boissons-là, il y a le glucose, lui, passe directement dans le sang. Lui sera brûlé comme carburant. Et l'autre, le fructose, alors lui, il passe dans le foie. Donc, il sera pris comme réserve avant de passer dans le sang. Ça nous permet de faire du sucre qu'on brûle sur place et autre sucre qui va passer lentement dans le sang.
Donc, mais il y a des valeurs. On ne pourra pas faire, non, du fait qu'on fait du sport, donc on va se mettre à boire des jus de fruits. On a dit un taux de sucre qui varie autour de 3 à 5 grammes de sucre par 100 ml. Mais quand vous allez prendre, par exemple, ces boissons, ces jus de fruits qu'on boit à tout moment, vous allez voir que ces sportifs, je ne dis pas des sportifs de haut niveau, des sportifs que nous avons là, souvent s'exposent à des maladies. Moi, j'ai reçu des patients qui sont sportifs, les sports des dimanches, bien ceux qui font des sports en groupe, là, que nous voyons souvent courir un peu dans nos rues. On a vu par exemple certaines personnes qui ont fait un diabète. J'ai reçu des patients qui ont fait un diabète, quand bien qu'ils sont des sportifs de haut niveau, mais ils sont exposés au diabète. Ils disent par exemple que non, lorsque par exemple nous avons fini de faire du sport, nous avons besoin de prendre du sucre pour renouveler et le sucre que nous avons brûlé. Mais ce n'est pas à des grandes quantités de sucre que nous prenons, parce qu'il y a toujours des réserves. Des réserves que nous avons dans le foie et dans le muscle. Donc, lorsque nous faisons du sport, nous les brûlons. Et naturellement, le corps le régénère. Il y a dans le corps, il y a ce qu'on appelle la néoglycogénèse, c'est-à-dire qu'une production nouvelle de sucre à partir de nos réserves, à partir de la graisse ou des protéines. Oui. Donc, le corps le renouvelle. Donc, souvent, quand nous pratiquons, par exemple, le sport du dimanche, mais le samedi, ce que nous finissons, que nous mettons à moins des quantités importantes de jus de fruits, je pense que c'est un peu dangereux. Alors, docteur, on dit c'est la bonne assiette, on va vraiment aller dans nos assiettes. Okay. C'est vrai qu'on a des thèmes techniques tels que glucides, protéines et tout. Je suis sportif, je me lève le matin, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois consommer? Et après, on parlera peut-être de l'eau. Parce que quand on fait de sport, on se dit, bon, je suis tellement fatigué, j'ai besoin d'eau fraîche et tout. Peut-être après. Mais dites-nous, je me lève le matin, je suis sportif, qu'est-ce que je dois consommer? Allons dans nos assiettes un peu de manière terre à terre pour savoir ce qu'il faut manger. Le matin, on peut se mettre à prendre du pain. Du pain avec, par exemple, de la confiture. Oui. Il faut faire des réserves de sucre. De confiture, voilà, carrément, on peut le faire avec un bol de lait. Ça, c'est un sportif ordinaire que nous avons. Vous avez dit, il y a des heures aussi indiquées. À quel moment? Il fallait de manger 3 heures avant de pratiquer. Voilà. Il faut respecter un peu ça parce que vous n'allez pas faire du sport avec le ventre qui est chargé, c'est vraiment difficile. Pourtant, il y en a très tôt le matin, à 5 heures du matin. Il sort de table, même qu'en même temps, il va... oui, il y a ces personnes, et puis souvent aussi, on sort du lit, paf, on se met à aller faire du sport. Bon, ça dépend parce que certaines personnes vont s'exposer à ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Ça dépend de ce que vous avez mangé la veille. Vous voyez un peu, si la veille, vous n'avez pas mangé un repas qui est consistant, c'est qu'on ne conseille pas trop, et que le matin, vous avez un taux de sucre un peu normal, 0,8. Si vous vous mettez à courir, alors vous risquez souvent de faire une hypoglycémie. C'est pourquoi souvent on conseille aux gens de ne pas faire du sport seul sur la route. Vous voyez un peu, c'est le danger. On demande de faire du sport en masse, en groupe, dans une salle, ou bien si vous pratiquez ensemble, vous allez ensemble. Parce que souvent, vous pouvez faire une hypoglycémie, vous êtes seul sur la route. Un danger. On a vu des cas en son temps, ici en Côte d'Ivoire, où des personnes couraient tout seuls et puis sont tombées. Ce n'est pas pour les raisons, mais souvent on s'expose à ce qu'on appelle une hypoglycémie. Cela soulève la question du temps indiqué pour faire le sport. Parce que, bon, nous, c'est vrai, Dieu merci, quand on arrive le matin, il n'est vraiment pas rare de voir plein de coureurs aux abords des rues. C'est dire qu'ils se réveillent aussi aux aurores, voire 3h, 4h du matin pour faire le sport. Est-ce que c'est la bonne heure? Bon, en fait, il est conseillé de ne pas le faire tout seul. D'accord. Je pense que la directive du ministère de la Santé en Côte d'Ivoire demande de ne pas le faire tout seul. Mais je rappelle bien qu'en son temps, on a déconseillé de faire du sport tout seul. On le fait en salle ou bien en groupe. Parce que si vous êtes seul, que quelque chose, un incident arrive, il n'y aura personne pour venir vous soutenir. Alors donc, ces personnes le matin, alors on pourra prendre par exemple juste un bout de pain avec du miel, bien par exemple des confitures juste là pour maintenir un peu de réserve et alors on se met à faire du sport. Et après, et pendant que nous faisons l'activité physique, nous pouvons nous hydrater. On peut s'hydrater avec des petits, chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, prendre un petit bol d'eau pour s'hydrater. Donc ça, c'est le sportif que nous avons habituellement. L'eau plate ou l'eau fraîche? Il est intéressant. Alors, nous ne prenons pas l'eau fraîche. L'eau fraîche, c'est-à-dire que les boissons que nous avons, quand on dit l'eau fraîche, c'est une température autour de 7 degrés. On peut monter autour de 20-28 degrés. L'idéal serait de faire l'eau plate, l'eau à température. L'eau à température, c'est-à-dire qu'à 28 degrés, normalement, à ce niveau, il y a une facilité d'absorption plutôt que l'eau qui est très fraîche. Parce que lorsque l'eau est bien glacée, l'eau fraîche autour de 7 degrés, il faut que le foie puisse faire d'abord une thermorégulation, c'est-à-dire ramener la température de l'eau à la température du corps avant l'absorption. Là encore, on soumet le foie à un travail autre que ce qu'il avait à faire auparavant. Donc, on prend l'eau à température autour de 28 degrés normalement. Voilà.
Mais si c'est pendant la compétition, alors on peut prendre l'eau légèrement en dessous de la température de 20 degrés qui maintient l'absorption encore plus intéressante pendant que nous pratiquons l'activité sportive. Mais pour ces personnes-là qui font une activité ordinaire, comme on demande de boire une eau à température, c'est-à-dire que l'eau autour de 28 degrés. C'est vrai que l'alimentation du sportif s'adapte à l'activité qu'il exerce. Il n'est pas rare, par exemple, de voir sur des cours pour des sportifs de tennis de faire des pauses et aller consommer un fruit, boire de l'eau. Qu'est-ce que cela apporte et pourquoi, finalement? Alors, comme je l'ai dit, au cours de l'activité sportive, il y a la sudation. Nous perdons des minéraux. C'est très, très important. Nous perdons des minéraux et nous perdons des minéraux, donc, et nous perdons aussi de l'eau. Donc, vous allez voir que plus le volume de l'eau, le volume de sang baisse, alors le cœur sera obligé de faire plusieurs tours. Et quand c'est comme ça, alors ça perd de performance. Et lorsque nous avons aussi, s'ils ne mangent pas les fruits ou bien ils ne prennent pas des boissons riches en sucre, vous allez voir qu'alors on va assister à une hypoglycémie qui, à la longue, va entraîner par exemple des fatigues parce qu'il y a ce qu'on appelle l'acide. Et pendant que nous pratiquons l'activité, le sucre est brûlé. Le sucre est brûlé et il y a ce qu'on appelle l'acide lactique. C'est un acide qui est brûlé, qui reste dans le muscle. Et ces boissons-là contiennent aussi des substances aussi pour modérer un peu la production de l'acide. Parce que si nous en produisons assez, qu'il y a trop d'acide dans le corps, vous allez voir qu'alors on va assister à plusieurs crampes. Des crampes et puis des incidents peuvent arriver. Il faut boire de l'eau. Alors, je descends du travail le soir, je m'apprête, je vais faire du sport, je fais une cardio, ça dépend de ce que je fais. Je suis très épuisé, je rentre à la maison. À table, Alix a fait un bon plat pour moi. Oui, je mange bien et je vais me coucher. Du riz sauce graine. Oui. Non. Mauvaise habitude? Une très mauvaise habitude. Je vous apprends une chose. J'ai rencontré un jour un monsieur qui est un responsable de sport dans une entreprise. Il a fait un diabète. Vous voyez un peu, ne trouvons pas comme argument, comme il fait du sport, alors je vais me permettre de rattraper un peu ce que... Oui. C'est ça, la fameuse phrase, brûler les calories en faisant du sport. Qu'est-ce qu'on brûle finalement? C'est quoi comme élément? On se dit par exemple qu'il y a trop de sucre dans le corps que nous brûlons. Alors quand vous brûlez, laissez le corps régénérer. Mais alors, en même temps que vous finissez, vous rattrapez ce que... Voilà. C'est comme par exemple les gens du dimanche quand ils font du sport. Quand ils finissent de faire le sport vers 11h, ils restent là. Je me rappelle, chez nous à Yopougon, ils vont rester là, ils vont manger, ils vont boire jusqu'à 16h avant de rentrer. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? C'est les retrouvailles. Alors, voilà, ils vont finir, ils vont prendre la bière, ils vont prendre du placali, etc. Bon, moi, quand je passe, je regarde, et on a du mal à se lever même pour aller à la maison. Après, il y a Gaba parti. Ben oui. Alors, vous allez voir que ces personnes aussi leur commettent des erreurs parce que lorsque nous finissons de faire l'activité sportive, que nous avons brûlé les calories, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va assister un peu à ce qu'on appelle la production d'acide lactique, beaucoup d'acide dans le corps. Donc, le même soir du sport, il n'est pas trop conseillé de prendre de la viande, la produit riche en viande, en protéines, surtout de la viande, ce même soir de l'activité sportive. Parce que si vous en mangez, le corps est déjà riche en acide, plus la viande, l'acide, vous allez voir que vous allez accumuler l'acide dans le sang. Alors cette activité dans le sang ne sera pas bien, ça va agresser les muscles. Alors voilà, c'est un peu comme ça. Alors pour revenir un peu à votre question, est-ce qu'il a fait du sport le soir, il arrive le soir, me fait un bon plat là, copieux. Non, l'intention, voyez l'alimentation sur plusieurs dimensions. Oui. Je vous ai toujours dit, c'est qu'à partir d'un certain âge, manger les repas plus riches en sucre expose au diabète. Voilà, ça je l'ai toujours dit et je le répète. À chaque fois que nous aurons un peu des questions qui vont tendre un peu ça, je vais toujours rappeler le principe du diabète parce qu'aujourd'hui, le diabète, il y a trop de diabétiques dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup de personnes qui souffrent de diabète. Donc, ne prenez pas comme pour argument, non. Comme je viens d'avoir une activité physique intense, donc le soir, je vais me gaver. Non, c'est pas bien. C'est très dangereux. Très dangereux. Merci infiniment, docteur Anvo, pour ces orientations concernant la pratique du sport et l'alimentation. On se retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine. Effectivement, la santé qui occupe une place primordiale dans l'évolution de la vie de tout individu. Il faut donc être très alerte quand il s'agit de ce que nous ingurgitons. Alors, professeur, avec vous, on essaie de parler, sinon on parlera des médicaments détournés de leur usage premier. Déjà, dites-nous à quelle fin ces médicaments sont détournés et pourquoi. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Nous remercions la RTI pour cette tribune qu'elle offre à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire
pour parler d'un problème de santé publique, le problème de toxicomanie. En effet, une des missions premières de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, c'est de promouvoir la santé publique. Et ce détournement d'usage des médicaments par les toxicomanes est un réel problème de santé publique. Et c'est pour cela que nous sommes sur votre plateau. Oui. Et lorsque ces médicaments sont détournés de leur usage, ils ne font pas de bien à la communauté. Alors, on va commencer peut-être par les causes de cet état de fait. D'abord, la toxicomanie, c'est un problème. La toxicomanie ou les toxicomanies, ce sont les pratiques ou les habitudes qui résistent dans le fait de consommer des substances qui sont toxiques. Elles ont des toxicités variables, ces substances, mais elles ont surtout un impact particulier sur le système nerveux central, que nous appelons, dans notre jargon, le psychisme. Donc, ce sont des substances qui vont agir sur le psychisme. Et ce sont des substances qu'on appelle des substances psychoactives. D'accord, professeur, on l'a bien compris. Il s'agira ici de plancher véritablement sur la pratique néfaste qu'est la toxicomanie au travers des médicaments qui sont des... Généralement, quels sont les... J'ai pas envie de dire médicaments. Pourquoi? Parce que finalement, c'est des substances nocives, mais le médicament premier a pour rôle de faire du bien. Alors, quelles sont les substances qui sont détournées et qui créent insidieusement cette pratique de toxicomanie? Vous me permettez d'expliquer qu'il y a beaucoup de substances qui agissent sur le système nerveux central. Il y a beaucoup de substances dites psychoactives. Il y a des produits illicites. Le cannabis est illicite, il est interdit par l'État de Côte d'Ivoire. Oui. La cocaïne est illicite. Il y a des produits licites, on ne dirait pas recommandés, mais qui ne sont pas interdits, comme l'alcool. Il y a des solvants organiques comme le benzène, les solvants chlorés, qui sont des éléments qui entrent dans certaines activités professionnelles. Mais si le travailleur n'est pas correctement protégé, ces éléments vont agir sur sa tête. Ce sont des hydrocarbures aromatiques, la plupart des solvants. Et il y a maintenant ces médicaments détournés de leur usage, qui sont des tranquillisants, qui sont des anxiolytiques, qui sont des médicaments destinés à traiter des pathologies particulières, dans un cadre sécurisé. Mais lorsque ce médicament tombe dans la main de quelqu'un pour qui la prescription n'a pas été faite, oui, ça pose problème. Donc l'individu va utiliser le médicament qui ne lui est pas destiné, parce qu'il n'a pas été vu un médecin qui lui dise tu es anxieux, voilà, je te prescris ceci, tu tousses, voilà, je te prescris cela. C'est ça le problème en fait. Ce sont au départ des médicaments, mais qui sont sortis de leur contexte d'utilisation rationnelle. Et que font les pharmaciens? Ces médicaments doivent être prescrits. Donc, quand quelqu'un se présente dans une officine privée pour dire « je vais acheter ceci, je vais acheter ceci », il faut vérifier la régularité de l'ordonnance. Est-ce que le prescripteur est dûment identifié? Est-ce que le patient est correctement identifié? Est-ce que... Alors, professeur, la faille, finalement, vient d'où? Des officines? Ou comment se fait-il que ces médicaments-là tombent dans les mains de malencontreux? La faille ne vient pas des officines, madame. Le problème commence avec le fait que l'individu qui veut ce médicament, il a des motifs particuliers. Lesquels qu'il avance? Les motifs particuliers qu'il avance, d'abord, il est qualifié de toxicomane. Parce qu'il veut ça pour déranger son esprit. Il veut ça pour planer. Il veut ça il veut ces médicaments pour leurs effets euphorisants. Il veut ces médicaments pour vivre des sensations particulières. C'est un patient, le toxicomane. C'est un patient qui a perdu la liberté de s'abstenir du toxique. Il est dans une logique où il a besoin de cet élément qui trouve son esprit pour qu'il se sente bien. C'est un patient. Et si c'est un patient, nous sommes de la santé, il faut assurer sa prise en charge. Donc, il faut qu'il consulte un psychiatre. Il faut que le psychiatre voit avec lui comment examiner sa prise en charge. Et la difficulté avec ce patient toxicomane, c'est que nous disons chez nous qu'il y a passage à l'acte de toxicomanie, le fait que quelqu'un veuille prendre ce médicament pour déranger sa tête, ou le fait que quelqu'un veuille prendre du cannabis. On dit qu'il y a eu une triple rencontre. La triple rencontre, c'est quoi? C'est le produit qui circule. La triple rencontre, c'est quoi? C'est un moment socio-culturel défavorable. L'individu est en position de faiblesse. Et puis, la triple rencontre, c'est quoi? C'est une personnalité mal construite. Quand les trois éléments sont réunis, les produits qui circulent, le moment socio-culturel défavorable et le patient qui n'a pas une bonne construction de sa personnalité, quand ces trois éléments sont réunis, il y a passage à l'acte de toxicomanie. Donc, dès le départ, c'est un toxicomane, c'est un patient qui a perdu la liberté de s'abstenir. Il faut comprendre ce qui s'est passé au moment où
il a déclenché cette activité de vouloir troubler son esprit. Alors, professeur, c'est vrai que vous avez cité beaucoup d'éléments et il y a aussi toutes ces causes-là. Ce détournement est-il toujours dangereux? Ce détournement est toujours dangereux. Oui. Ce détournement est toujours dangereux. Voyez-vous, monsieur, des produits ordinaires comme des antitussifs, parce que ça contient de la codéine, se seront détournés par des toxicomanes. Alors qu'on ne peut pas dire non, quelqu'un a sa toux, on va l'empêcher d'avoir son antitussif parce qu'il n'est pas passé chez le médecin. Vous voyez? Des produits comme des antidouleurs contenant de la codéine ou tramadol. On dit non, on sait que les enfants utilisent. On ne peut pas dire qu'on va empêcher quelqu'un de se soigner. Mais c'est pour cela que nous insistons sur l'authentification de la prescription médicale. Et si c'est un conseil que le patient vient demander en officine, il faut se débrouiller pour lui donner des choses qui n'entrent pas dans les médicaments qui peuvent être détournés. Les pharmaciens travaillent régulièrement et en décembre 2018, une liste de ces médicaments a fait l'objet d'une circulaire en interne pour dire il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Parce qu'on constate qu'au lieu d'utiliser l'Ixi parégorique, par exemple, pour gérer des petits troubles, des troubles digestifs mineurs, des gens vont faire le tour de la ville ou de nombreuses pharmacies pour ramasser plusieurs flacons d'élixir parégorique. L'élixir parégorique, son nom scientifique, c'est la teinture d'opium benzoïque. Donc, ils vont faire évaporer cette teinture et puis récupérer le résidu d'opium pour faire n'importe quoi avec. Alors finalement, professeur, ce que vous me demandez, c'est qu'il y ait un assainissement même du circuit jusqu'à la délivrance des médicaments aux patients. Bien sûr, vous avez parlé aussi du patient. Normalement, quand on dit qu'on est patient, c'est qu'on est suivi par un médecin. Finalement, ces personnes-là ont une certaine connaissance sur les effets des médicaments qu'elles vont se procurer. Donc, où il y a le problème, où il y a la faille finalement, c'est la méconnaissance même aussi peut-être en officine, on va dire, de la prescription bien définie. Ou pourquoi, je veux savoir comment se fait-il qu'un individu se retrouve en possession d'un médicament qui normalement ne devrait pas être en sa main, en sa possession. Le circuit du médicament en Côte d'Ivoire est celui-ci. Il y a les grossistes répartiteurs privés et un étatique qui livrent les officines privées de pharmacie. Et c'est dans les officines privées de pharmacie que les patients vont acheter les médicaments. Nous estimons que dès l'instant où ce circuit n'est pas respecté, on ne parle plus de médicaments. Dès l'instant où il sort du circuit sécurisé, voilà, ça devient le trafic illicite. Et la plupart de ces médicaments font l'objet d'un trafic illicite. Et c'est un gros problème pour l'ordre des pharmaciens. Et quels sont les auteurs ? Vous les avez identifiés? De ce trafic, où ils sont nombreux. Oui, la direction de la police des stupéfiants et des drogues travaille en étroite collaboration avec les pharmaciens et des équipes sont mises en place. Il y a des systèmes comme Cotramed et j'en passe qui font un travail. Mais on ne peut pas dire que les médicaments sont finis dans nos rues. Il n'empêche, un enfant peut prendre l'ordonnance médicale d'un parent dépressif pour se rendre dans une officine et puis prendre le médicament. Quand on regarde l'ordonnance, le patient est dûment identifié, c'est son parent malade. Le prescripteur est authentifié, c'est le parent. C'est pour cela que nous disons qu'il ne faut pas que ce genre d'ordonnance tombe dans la main de quelqu'un qui n'est pas le destinataire. Il faudra tout faire pour que le patient se présente lui-même, accompagné ou pas. Et puis surtout, ce sont des ordonnances qui ne peuvent être, dont la délivrance ne peut être renouvelée que si c'est expressément écrit là-dessus à renouveler. Et les délais de traitement doivent être respectés. On ne va pas servir des boîtes pour 3 mois de traitement, non. Le patient retournera voir son médecin prescripteur qui va faire une nouvelle prescription et ça permet à tout le monde de faire le contrôle. Parce que, voyez-vous, le pharmacien est le dernier maillon de la chaîne. Donc, si lui, il a failli, le problème se pose. Alors que si on a verrouillé en officine, ça aide tout le monde à mettre de l'ordre. On va rester beaucoup en pharmacie, parce que finalement, c'est là-bas que se passe la délivrance des médicaments. Alors, professeur, on reste donc en pharmacie. Vous parlez d'authentification. Est-ce que cela est toujours fait? La surveillance stricte que vous êtes en train de nous dire, est-ce que sur le terrain, c'est vraiment de mise? Est-ce qu'il y a cette surveillance stricte-là? Oui, monsieur, je confirme que quand les ordonnances arrivent dans les officines, l'ordonnance est analysée minutieusement avant de la servir. Surtout que ces produits ne sont pas des produits ordinaires. La codéine, les anxiolytiques, les hypnotiques sont des médicaments qui agissent sur le cerveau. Dans l'instant où le pharmacien voit ça sur une ordonnance, forcément, il marque la pause. Mais nous devons plutôt parler du patient. C'est vrai que nous sommes pharmaciens, c'est le médicament qui nous... Qui se présente et vous voilà. obtenir ce médicament. Le patient, qui est-il?
C'est un patient pour qui il y a eu une triple rencontre malheureuse. Personnalité, produit, moment socio-culturel. La personnalité de l'individu se forge à la maison. La personnalité de l'individu se forge à la maison. À la maison, il y a des valeurs pour lesquelles les acquisitions doivent être bonnes. Un exemple terre à terre. L'enfant vient de naître, le nouveau-né. Pour un oui ou pour un non, il pleure. La mère regarde. Est-ce que c'est l'heure de le nourrir? Elle lui donne à téter ou elle lui donne son biberon. Est-ce qu'il s'est sali? Elle le change. Au bout de quelques mois, elle dira, ah, l'enfant, il fait ses nuits. Ça veut dire quoi, il fait ses nuits? Il dort la nuit comme tout le monde. Il permet à tout le monde de se reposer et il permet à tout le monde de reprendre ses activités normales. Il vient juste de naître. Pourtant, la mère règle ses heures de repas et ses heures de sommeil. Ce même travail doit être poursuivi dans une maison. Dans une maison normale, il y a des valeurs. Dans une maison normale, et selon la psychologie normale de la famille, le chef, c'est le père. Ça veut dire le gestionnaire de l'autorité. Ce sont des valeurs fortes qui ne doivent pas souffrir de contestation. Parce que nous sommes en train de construire la personnalité des enfants. Nous sommes en train de les aider à installer leur moi. Si le père, c'est le chef, le gestionnaire de l'autorité, la mère est là, évidemment, avec son amour, avec sa tendresse, avec sa bienveillance. La mère organise la vie de famille, les échanges et ceci et cela. Il faut que dans les familles, chacun occupe sa vraie place. Le chef, le gestionnaire de l'autorité, celui qui prend les décisions. Un exemple, une décision a été prise par le père. C'est une décision qui semble mettre tout le monde mal à l'aise. La mère est là pour consolider l'autorité du père. La mère est là pour aider le père à faire passer ses décisions. Même si la décision qui vient n'est pas bonne, c'est pas elle. Ce n'est pas à elle de manifester, d'organiser l'opposition dans la maison ou de faire des remarques au père devant les enfants. La mère a un espace à l'abri des yeux et des oreilles des autres membres de la famille pour reprendre le chef de famille. Ah, papa, tu as dit ça, mais vraiment, toi-même, tu vois. Donc, elle tente de négocier avec le père la révision d'une position qui semble mettre les gens mal à l'aise. Alors, professeur, Madame, c'est très important. Oui, je vous demande pardon. Il faut me laisser terminer. Oui, parce que ce que j'ai envie de relever en même temps, c'est clair que c'est un schéma qui est idéaliste. Aujourd'hui, il n'est pas rare aussi de rencontrer des familles de visu où tout paraît normal, mais dehors, les enfants sont aux prises et rencontrent ce genre de c'est pour cela que je vous demande de me permettre de terminer mon... Parce que ce n'est pas généralisé. Non, ce n'est pas généralisé, madame, mais... Si les rôles sont bien partagés dans la famille, si la mère aide à consolider l'autorité du père, si la mère organise la vie de famille avec des valeurs fortes, dans une famille, bonjour, bonsoir, merci, s'il te plaît, il y a eu des histoires entre deux enfants. Celui qui a offensé, on lui fait comprendre qu'il doit présenter des excuses. Celui qui a été offensé, on lui fait comprendre qu'il doit accepter. On est dans une famille, on pardonne. Ce sont des acquisitions qui sont normales pour que la construction de la personnalité se fasse correctement. L'enfant qui a grandi dans ce système normal, même quand le produit circule, même quand le moment socio-culturel est difficile, il a en lui une personnalité bien construite, bien assise. Il a en lui les ressources nécessaires pour refuser de passer à l'acte, de prendre le produit qui va brouiller son esprit. C'est pour cela que je tenais à insister sur la psychologie normale de la famille. Ce n'est pas idéal, ce n'est pas idéaliste. Madame, le fait que maman respecte papa, ce n'est pas idéaliste. Oui, le fait que chacun des enfants... Que direz-vous finalement des écoles où il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des substances illicites détournées par des bonbons, des friandises? L'enfant peut être bien élevé, être dans un cadre de vie assaini, avec des valeurs qu'il a, mais il ne sait pas forcément la substance qu'il consomme. Et dehors avoir des fréquentations qui l'emmènent bien dans ce genre de... Oui. Ce sont des éléments qui vont faire que l'enfant va changer, puisque son esprit est troublé. Mais il y a des éléments de repérage de l'enfant. L'enfant qui, du jour au lendemain, passe de très bonnes notes à des notes médiocres, ça attire l'attention des uns et des autres. Les enseignants vont demander à rencontrer les parents, ou les parents, même en recevant le relevé de notes, se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est l'occasion d'avoir des échanges avec l'enfant pour voir ce qui se passe. Parce que nous devons vivre avec nos enfants tous les événements qu'ils vivent. Si l'enfant a rencontré quelqu'un qui lui a donné un produit qui a dérangé son esprit, on ne peut pas dire que ça passe inaperçu. C'est un enfant qui change de comportement, il est particulièrement irritable, il fait des histoires avec tout le monde et il recule devant l'effort. Il va dire, quand j'étudie, ça ne rentre pas. Mais pourquoi ça ne rentre pas? Ces éléments-là qui perturbent l'esprit gênent la mémorisation. Donc, un document ordinaire, comme un relevé de notes, peut attirer l'attention des uns et des autres. Un document ordinaire comme une plainte d'un prof. Voilà. Je veux dire que nous ne vivons pas dans un monde idéal, mais il faut absolument que chacun joue sa partition. Et puis l'enfant peut rencontrer des gens. Qu'est-ce qui nous empêche de découvrir les amis de nos enfants pour voir
si ces fréquentations nous conviennent ou pas. Je vous assure, madame, si la personnalité est construite, bien construite dans une famille qui a des valeurs fortes, même si le moment socio-culturel est difficile, même si les produits circulent, l'enfant a en lui les ressources nécessaires pour dire non. Alors, donc, professeur, merci pour ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai qu'on va sortir un peu de la famille. Moi, j'ai envie de retourner un peu dans la rue. Parce que finalement, c'est là-bas qu'on retrouve. Voilà, j'ai envie de retourner un peu dans la rue où se trouvent ces médicaments. On parle des enfants, certes, mais on a ces adultes-là qui vont eux-mêmes voilà, chercher ces médicaments et tout. Les médicaments sont dans la rue à profusion. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait véritablement pour ne pas que vraiment ces personnes-là aillent vers ce que nous voyons peut-être à Djamé ou ce que nous voyons dans toutes les communes. Les médicaments étaient dans la rue, les médicaments continuaient dans la rue, mais la proportion a diminué. En collaboration, Dieu merci. Bien sûr, on va continuer. Le volume qui est dans les rues a diminué. Je suis persuadée que si vous regardez mieux, je suis convaincue, les volumes que vous voyez, le marché de Roxy existe, mais aujourd'hui, les étalages qui faisaient ont vraiment diminué. Parce que la direction de la police des stupéfiants et des drogues n'arrête pas de faire de la répression, n'arrête pas de faire des saisies. Et les pharmaciens sont surveillés. Une liste de produits a été établie pour lesquels les 10 plus grosses commandes, sur toute l'étendue du territoire, les pharmaciens qui font les 10 plus grosses commandes sont convoqués régulièrement par un comité mis sur place depuis décembre 2018 qui s'appelle le comité de veille. Ils doivent pouvoir expliquer comment ils écoulent ces stocks de ces médicaments. Et je vous assure, le travail est fait, mais nous venons de loin, nous venons de très loin, et souffrez qu'on ait le temps suffisant pour que les résultats soient appréciés correctement par la population. Mais l'ordre des pharmaciens est préoccupé par ce médicament de rue. Nous disons que si le circuit normal n'est pas respecté, ce n'est pas un médicament. Et nous sévissons. L'ordre des pharmaciens sévit. Les pharmaciens sont traduits dans des cours de discipline. Et c'est malheureux de le dire, mais en décembre 2018, les pharmaciens ont été enfermés pour ça. Même si, par respect pour l'éthique, leurs noms n'ont pas été prononcés dans les médias ou ailleurs. Il faut sévir. Et les pharmaciens sévissent. Le grossiste répartiteur aussi a sa peine. Et quand le pharmacien est pris comme ça et qu'il y a récidive, en général, on ne lui livre plus. Si le grossiste ne livre plus au pharmacien, il ne peut plus vendre. Donc, je vous assure, des choses intéressantes sont faites. Les pharmaciens savent que c'est un problème, ils le prennent à bras le corps. Mais revoyons la formation de la personnalité dans nos maisons. Parce que ça ne relève pas de nous. Vous nous ramenez à la maison. Bien sûr, parce que le vide que nous laissons dans la vie de nos enfants est occupé par la rue. Et la rue vient avec des vices, comme ce genre de produits. Alors, professeur, donnez-nous peut-être un peu la physionomie des profils des toxicomanes qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Peut-être que si on a des tendances, on pourra effectivement identifier la source du problème. Ça, c'est le premier volet. Et puis, le circuit d'acquisition pour les médicaments. Finalement, qu'est-ce que vous préconisez ? Un médicament doit être acheté ou acquis à quelle enseigne pour pouvoir valider de son authenticité, sinon de son circuit ? La plus grosse victime de ces problèmes de toxicomanie, qu'il s'agisse de médicaments détournés de leurs usages ou autre chose, ce sont des enfants entre 14 et 25 ans, des adolescents et de jeunes adultes. Déscolarisés, hors oui, du mais bien circuit sûr. familial. Ils peuvent être toujours à la maison, mais à la limite livrés à eux-mêmes. Vous voyez pourquoi nous insistons sur la vie de famille. Et ils peuvent être des gens qui sont engagés dans des activités difficiles. Par exemple, les chauffeurs de Baka dehors, ils vont vous dire non, le matin, il me faut mon café avec ce type de stimulant, la Ritaline en l'occurrence, et que ça me booste, ça me donne de l'énergie. Mais en même temps, il conduit de 5 h du matin à 21 h, 22 h. Et le soir, il va chercher un tranquillisant pour dormir. Le tranquillisant aussi, il n'aurait pas dû l'avoir, puisque la délivrance est sécurisée. Vous voyez? Donc, toutes les couches sociales sont concernées, toutes les professions sont concernées, mais surtout, les plus grosses victimes, c'est les enfants de 14, 15 à 25 ans, et puis certaines professions. Ça veut dire quoi? Le chauffeur de Baka, je ne lui demande pas de renoncer à son métier. Je veux qu'il comprenne que dans le cadre de ses activités, il ne peut pas conduire de 5 h à 21 h. Il faut qu'il ait au moins ses 8 heures de repos, ses 8 heures de sommeil, et qu'il peut le faire sans passer par ces artifices qui sont ces médicaments qu'il prend pour se stimuler le matin et ces médicaments qu'il prend pour obliger le sommeil à venir. Non, il y a un problème.
Il fatigue son système nerveux central, il fatigue tout son corps et à la limite, il peut même provoquer des maladies cardiovasculaires. Oui, tel que vous dites, le problème s'avère très profond parce que si vous parlez des apprentis de Baka, quelqu'un vous dira peut-être que la situation socio-économique fait que voilà, je suis obligé d'être à fond dans mon travail pour pouvoir m'en sortir. Donc j'ai besoin de ce genre de choses. C'est quoi le palliatif? Voilà. Une meilleure organisation du travail. Nous sommes censés travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Oui. Il faut approcher ces métiers, il faut approcher ces métiers-là pour une meilleure organisation du travail. Parce que le chauffeur qui a conduit de 5 heures à 21 heures, 22 heures, nous sommes tous en danger. Il peut nous cogner. Nous pouvons être dans son véhicule, il va faire un accident, nous faisons partie des victimes. Donc, il faut réorganiser. Il faut surtout leur faire comprendre qu'une autre organisation est possible pour ne pas avoir à recourir à ces médicaments qui, de toutes les façons, vont déranger leur esprit. Pour revenir à la question, quelles sont les enseignes indiquées, homologuées pour pouvoir rentrer en possession d'un médicament sur prescription? Parce qu'il y a des médicaments aussi qui sont vendus sans prescription. Ça existe? Oui, lorsque la prescription médicale est faite par un prescripteur autorisé, un médecin en l'occurrence pour ces médicaments, un médecin généraliste ou un psychiatre, on vérifie la régularité de l'ordonnance. Mais quand quelqu'un se présente à la pharmacie pour un conseil, on lui dit certaines choses. Aujourd'hui, sachant que le sirop néocodion sort et que les enfants en font n'importe quoi, on aura tendance à passer à un autre sirop comme le terpone, qui lui ne contient pas ces éléments qui sont dangereux. Aujourd'hui, sachant que les enfants font eux-mêmes des préparations magistrales, la fameuse Purple Drink, avec un sirop antitussif, avec un antihistaminique comme la prométhazine et avec du soda, ils font des préparations magistrales pour planer. Aujourd'hui, ces sirops antitussifs-là ne sortent pas comme ils auraient dû sortir. On les change, on les détourne vers d'autres choses qui ne contiennent pas ces éléments dangereux. On détournera... Voilà, il faut absolument avoir une discussion. Je veux dire que tout le monde doit jouer sa partition, mais en officine, nous sommes le dernier maillon. Donc, il faut absolument que les choses... Il y a un renforcement de capacité à avoir à ce niveau-là? Les pharmaciens ont été correctement formés, madame, dans ce pays. Et puis, il y a souvent... Donc, par rapport même au profil aussi des personnes qui arrivent et tout ça, il y a peut-être quelques petites... Oui, mais c'est pour cela que l'entretien au comptoir, quand la personne ou le patient vient, l'entretien au comptoir est important. Je veux dire, on a des éléments de repérage. Le sujet a un regard particulier. Voilà. Nous sommes du métier. Donc, il y a des éléments qui sautent aux yeux, qui vont faire qu'on va engager la conversation là où il faut qu'on l'engage pour le convaincre qu'on ne lui donnera pas le médicament et que si le problème se pose, qu'il aille en consultation. En allant en consultation, déjà, on commence à trouver des solutions. Alors, professeur, ce n'est pas tout le monde déjà qui part en consultation, voir un médecin. Très souvent, eh bien, on se rend directement à la pharmacie, dans les officines. Voilà l'automédication qui est très grave dans notre pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à une situation où aucun médicament ne puisse sortir de la pharmacie sans ordonnance? Parce que même le simple remontant va être acheté parce qu'on a des coups battus, parce qu'on est fatigué, on n'a pas bien dormi et tout. Il y a des produits de confort dans une pharmacie, il y a des produits de conseil. On ne peut pas tout verrouiller comme ça. On va empêcher les gens de se soigner. Mais quand ils arrivent, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il rentre dans une pharmacie et puis il sort avec sa boîte de Valium, comme ça se faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Non, c'est faux. Même quand les employés disent on ne peut pas donner. Non, vous me connaissez. Non, on ne connaît personne. Il faut que ce soit dûment prescrit. Et ce n'est pas au conseil, au comptoir, qu'on va donner du Valium à quelqu'un, non. Je vous assure, les gens font leur travail. Mais le gros problème, c'est les médicaments de rue dont le contrôle échappe à la profession. Ben oui, ça lève ici la porosité peut-être des circuits d'entrée. Où se situe le problème finalement? Comment ces médicaments-là atterrissent sur le marché? Comment ils sont détournés, ces médicaments? Comment ils atterrissent sur le marché? Vous me demandez comment est organisé le trafic ou comment sont organisés les trafics. Est-ce que vous pensez que j'ai la réponse à cette question? Nous, on surveille. Vous essayez aussi d'analyser. Voilà, nous surveillons après trouver nos des fournisseurs qui sont les grossistes répartiteurs pour qu'il y ait une traçabilité. Nous surveillons les officines, les pharmaciens se surveillent entre eux pour que le médicament soit vendu dans l'officine, selon les règles de l'art. Si c'est un médicament du tableau, si c'est un médicament qui dérange l'esprit, il faut que ce soit dûment prescrit et il faut que ce soit sécurisé. Et nous avons des ordonnanciers où sont notés le nom du prescripteur, le nom du patient et les médicaments qui ont été donnés, les quantités qui ont été données. Je vous assure, le travail est fait, mais nous venons de loin, nous venons de très loin. Donc, souffrez que... Donnez-nous un peu plus de temps pour que la population voit le travail qui est fait. Il y va de la santé de tous. Oui. On espère que vous aurez un temps très réduit pour pouvoir résoudre le problème. Cela comporte...
vraiment, cela nous aidera à éviter toutes ces maladies, ces tares, en tout cas, de la société. Nous sommes très optimistes, madame. La toxicomanie. Nous sommes très optimistes, madame, mais nous insistons sur le volet valeur familiale. Parce que c'est de là-bas que part le problème. Voyez-vous, le produit qui circule, les drogues, nous n'avons pas la main là-dessus, nous ne faisons pas partie des forces de l'ordre. Même s'il y a quelque chose à enlever, c'est les forces de l'ordre, c'est le ministère de l'Intérieur. Il y a une synergie d'action aussi. Oui. Le moment socio-culturel difficile, c'est quelque chose comme nous, les Africains, nous pouvons appeler le destin, nous ne pouvons pas le gérer. Mais nous pouvons gérer la formation de la personnalité de nos enfants dans des vies de famille équilibrées. Et c'est le vide que nous laissons dans la vie de nos enfants, qui est occupé par la rue, qui est pourvoyeuse de vices. Merci, professeur. En tout cas, on essaiera autant que faire se peut d'inciter les parents à prendre leurs responsabilités en amont et dehors, que le système aussi puisse suivre pour pouvoir canaliser tout ceci. Voilà, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Merci, professeur. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Demain, on sera encore là pour terminer la semaine, et oui, en beauté dans Matin Bonheur. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production et à l'édito aussi. Que Dieu vous garde. Au revoir.